À cette période-là de master, je commençais vraiment à être sensible à cette question. En fait, avant, je crois pas forcément. J'aimais vraiment les maths pour la beauté des maths, quoi, pour l'exercice, pour le fait de résoudre des énigmes, pour le jeu que ça procure. Mais en master, je commençais vraiment à apprécier les applications et à tel point que, pour le coup, pour moi, les maths avaient un sens seulement quand elles sont appliquées à quelque chose. Donc là, en master, j'ai vraiment basculé et je me suis dit, ok, c'est vraiment utile à quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est pas juste pour s'amuser, ça résout vraiment des vrais problèmes de la vie, ça peut aider des gens. Bonjour à tous et à toutes. Chers auditeurs et auditrices, je suis ravie de vous retrouver après cette pause estivale. J'espère que vous en avez profité pour bien recharger vos batteries et que vous êtes d'attaque pour la rentrée. À cause d'une fin d'année extrêmement chargée, malheureusement, je n'ai pas pu sortir les derniers épisodes de la saison 2 avant les vacances d'été, comme c'était initialement prévu. Mais ce n'est pas grave, ça permet de prolonger le plaisir en ce début d'année scolaire. Cette fin de saison, elle sera consacrée à un aspect qui jusqu'ici n'avait pas encore été couvert, la recherche en entreprise ou encore le merveilleux monde de la R&D comme on dit également. On ouvre donc le bal aujourd'hui en très bonne compagnie avec Atman Bakhta, chef de projet R&D à Saint-Gobain Recherche Paris. Après une thèse en maths appliquées qu'il a effectuée en partenariat avec EDF, Atman a fait le choix de se diriger vers des postes de type ingénieur de recherche. En effet, comme il nous l'explique très bien, le fait de travailler pour fournir des solutions à des problèmes très concrets, ça a vite été sa motivation première. Dans cet épisode, il nous expliquera donc comment on fait ça concrètement. De la formalisation d'une question technique ou industrielle à la mise en œuvre du code qui permet d'y répondre, en passant par les nombreux échanges avec les différents interlocuteurs, interlocutrices, spécialistes qu'il rencontre tout le long de ce process. Atman brosse un portrait fascinant de ce monde qui m'était complètement inconnu. D'un point de vue mathématique, son background initial est assez proche du mien. Il vient du monde des équations en dérivées partielles. Puis, je dois dire, un peu avant que ce soit autant à la mode qu'aujourd'hui, il a fait le choix par goût et par intérêt de s'intéresser et s'ouvrir à des problématiques de type machine learning ou apprentissage comme on dit en français. Il en profitera pour rappeler d'ailleurs au passage ce qui se cache derrière ces termes techniques. Comme toujours, on reviendra sur son parcours, de son lycée à Alger, à sa licence et master à l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne, en passant par son année d'Erasmus à l'université d'Oslo en Norvège et son postdoc au Canada. Dans sa carte blanche, Atman choisit de nous parler d'un sujet passionnant, les algorithmes de recommandation de vos plateformes préférées et les maths qui se cachent derrière. Ces explications, d'une très grande clarté, vous permettent de comprendre un peu plus comment et pourquoi on vous push certains contenus dans votre fil. C'est aussi l'occasion de discuter de quelques questions d'éthique en sciences que j'ai trouvées très intéressantes. J'ai vraiment passé un agréable moment en compagnie d'Atman et je ne doute pas que ce sera le cas pour vous aussi. Bonne écoute! Je fais mon dernier check-up. Ouais, la petite checklist. Ouais. Et ben on est bon. Alors, hop, et c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Atman Bakhta, chef de projet R&D, Research and Development, à Saint-Gobain Recherche Paris. Alors, comment est-ce qu'on se connaît ? Eh bien, on s'est rencontrés en 2017 lors d'un workshop à Montréal qui était consacré à la résolution de problèmes industriels. Et donc, on a sympathisé à cette occasion. C'était vraiment un très chouette événement dont je garde un très bon souvenir. Et je crois que tu finissais ta thèse à l'époque. Moi, je venais d'obtenir mon poste à Sorbonne Université. Donc, on a ensuite chacun poursuivi nos chemins et nos routes ne se sont plus croisées, en fait. Même si, pourtant, on n'était pas si loin que ça à un moment. On reviendra dessus. mais donc, j'ai pensé à toi, là, quand je cherchais des invités pour cette nouvelle saison, pour un tas de raisons qu'on va aborder ensemble. Et je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi de participer à ce podcast également. Très belle initiative, bravo pour tout ce que tu fais. Alors, comme toujours, je vais commencer par rappeler le plan de l'émission. Donc, on commence par revenir sur ton parcours. On part de ton lycée jusqu'à tes derniers postes temporaires. Ensuite, la deuxième partie sera un petit peu différente. D'habitude, c'est consacré à la vie de chercheur académique. Là, ce sera sur ton métier. Tu nous raconteras ce que fait quelqu'un qui est dans la recherche dans l'industrie. Et la dernière partie, ce sera ta carte blanche.
Donc, comme je disais, je suis ravie de te recevoir parce que tu es un des premiers représentants dans l'émission qui va nous parler de la recherche en entreprise. Jusqu'à présent, ça avait été que des académiques. Donc, je suis curieuse de voir à quoi ça ressemble. C'est un monde que je connais pas du tout. Donc, tu vas pouvoir nous en dire plus. Mais avant, on fait un bond dans le temps. On retourne en 2008 à Alger. Donc, oui. Où tu as obtenu un bac scientifique, je crois. Et donc, j'imagine que comme tout le monde, tu avais pris spécialité mathématiques. Non, en fait, en Algérie, on avait un système où tu es dans une filière S ou lettres ou philo et t'as pas forcément de spécialité. D'accord. Donc, c'était un sorte de tronc commun où on faisait un peu de tout. Donc, les matières principales, c'était maths, physique, SVT. Ouais. Donc, si on peut dire que c'est ça la spécialité, disons que c'est... Ouais, c'était le triptyque. Ok. Et alors, donc, comme tu n'avais pas forcément fait de choix à ce moment-là, quel était ton rapport aux mathématiques au lycée ? Alors, le rapport aux mathématiques au lycée, et même avant le lycée, je crois que ça a toujours été un très bon rapport. J'ai toujours aimé les maths. Ça s'est toujours bien passé avec les maths. Et ce que j'aimais le plus dans les maths, c'était une matière où, en fait, on résolvait des énigmes. C'était un jeu. Pour moi, ça a toujours été des exercices du jeu, plus qu'une matière où il faut apprendre, où il faut assimiler des notions et ce genre de choses. Donc, je dirais que la relation en maths a toujours été très bonne. Ok, donc tu aimais bien cette matière, mais est-ce qu'à l'époque, tu connaissais les débouchés potentiels qui étaient associés aux mathématiques, notamment la recherche, mais pas que ? Absolument pas. Donc vraiment, à l'époque, je voyais les maths. Pour moi, les maths, c'est une matière amusante, c'est des exercices. Et ensuite, on est prof de maths. J'avais une vague idée d'un truc qui s'appelait recherche opérationnelle, mais sans savoir vraiment ce que c'était. Je ne savais pas si c'était de l'informatique, des maths. Où est-ce que tu avais entendu ce mot prononcé ? Par des amis de mon frère aîné qui faisait cette filière-là. Donc, quand il venait dans sa chambre et qu'il faisait de la musique ou il discutait d'une oreille, j'écoutais ce terme-là et je ne comprenais pas ce que c'était. C'était la seule relation que j'ai dans le monde professionnel des maths. Mais sinon, non. J'avais aucune idée de ce qu'on pouvait faire avec des maths. Ok. Et donc alors, deux questions un peu liées. 2008-2009, donc tu intègres une classe préparatoire intégrée à l'École supérieure de technologie à Alger. Donc, ma question, pourquoi avoir choisi cette filière ? Et à l'époque, qu'est-ce que tu avais en tête comme parcours futur ? Donc, en 2008, j'obtiens mon bac. Et en Algérie, en fait, les lauréats du bac qui ont les meilleures notes sont reçus par le président pour avoir un prix, etc. Et donc, c'était, pour moi, c'est très bien. Hein, j'étais très, très heureux, très content. Mais c'était aussi l'occasion de rencontrer plein de gens qui étaient plutôt bons élèves aussi, qui avaient eu leur bac avec mention. Et en discutant avec ces personnes-là, en fait, on a trouvé un peu les débouchés, on va dire, pour les bons élèves. Et un peu peut-être comme en France, il y a un système des écoles et puis un système de l'université. Et cette école-là, l'École supérieure d'informatique, c'est un peu l'école des bons élèves, quoi. C'est l'école la plus sélective et donc c'était plus un challenge pour pouvoir y aller. Et en plus, c'était vraiment une très bonne école parce que la formation était assez bonne. Ok, donc tu fais le choix d'intégrer cette école. Et est-ce que tu as en tête à ce moment-là un métier ? Tu te projettes dans quelque chose ou... Pas exactement, mais peut-être une appétence un petit peu pour l'informatique. Ça a commencé, à l'époque, on commençait à parler l'Internet était vraiment bien établi. Les réseaux sociaux commençaient à apparaître. On commençait à parler d'algorithmes sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Et je savais que derrière, il y avait potentiellement des maths et de l'informatique. Donc, j'ai toujours voulu faire un truc à l'interface entre les deux. Et finalement, en fait, je réalise ce souhait-là aujourd'hui. Ok, donc c'était assez naturel finalement d'aller vers cette filière parce que ça correspondait à tes goûts et aussi à tes compétences. Tout à fait. Ok, donc super. Et donc, comment est-ce que tu as vécu cette année ? Comment ça s'est passé pour toi ? Parce que donc, tu étais au lycée et tu passes dans le supérieur. Est-ce que tu as trouvé ça difficile ?
Alors c'était une année particulière effectivement parce qu'on passe du lycée à une classe prépa assez sélective avec que des bons élèves qui ont l'habitude de bien travailler. J'imagine. Et c'était assez intense. Mais en même temps, c'était super parce que en fait, toutes les matières qui moi au lycée me plaisaient moins ou me semblaient moins intéressantes, en fait, elles sont très intéressantes, mais à l'époque, j'avais moins de plaisir à les étudier. Et tout ça a disparu. Donc, il restait plus que des maths, un peu de physique et de l'informatique. Et donc, voilà, c'était intense, mais je prenais beaucoup de plaisir à étudier. Je faisais pas spécialement plus d'efforts qu'au lycée. Et pourtant, je m'en sortais assez bien. Je pense que c'est vraiment parce que j'étais concentré sur les matières qui me plaisaient. Par contre, en cours, j'étais vraiment super concentré. Je me rappelle un ou deux cours que j'aimais particulièrement, où j'étais vraiment en première table, j'écoutais à fond ce que disait le prof. C'était peut-être ma façon de travailler parce que je sais que le soir, j'étais pas le genre de personne qui allait vraiment beaucoup travailler le soir. Donc il fallait que je gobe tout pendant le cours, sinon c'était trop tard. Je vois tout à fait. Ok, très bien. Et donc alors, rupture, changement, grand changement, 2009 à 2012, tu fais une licence de maths à l'université Paris-Est Créteil, Val-de-Marne. Donc plusieurs choses. D'abord, départ de l'Algérie, arrivée en France, changement de contexte. Tu étais dans une école, tu arrives à la fac. On va aborder tout ça. Donc d'abord, pourquoi avoir fait le choix de ce parcours et cette université-là ? Donc oui, effectivement, après, j'ai pas fini ce parcours d'école, donc j'ai arrêté au bout de la première année de prépa pour venir en France, tout simplement parce que je savais que plus tard, en fait, je bénéficierais d'un environnement meilleur pour la recherche, pour la formation de manière générale. Et donc, je me suis dit, autant commencer le parcours directement comme ça, au lieu de faire 5 ans, par exemple, en Algérie, de venir plus tard pour rattraper mon parcours. Donc, je me suis inscrit sur un site qui s'appelle Campus France, qui est en fait la façon de venir faire des études quand on vient de l'étranger. Ah, d'accord. Donc, quand on est à l'étranger, alors peut-être ça diffère d'un pays à l'autre, mais en tout cas pour l'Algérie, en tout cas à l'époque, peut-être que ça a changé encore. Il y a un parcours via Campus France où on soumet notre dossier, on pose notre candidature à différentes universités ou établissements et on reçoit une réponse positive ou négative. C'est une sorte de Parcoursup pour aller à l'étranger. C'est vraiment Parcoursup pour aller à l'étranger. Ah, par contre, tous les établissements qui sont sur Parcoursup ne sont pas sur Campus France. Et donc, j'ai fait cette démarche-là. Et pour être tout à fait honnête, à l'époque, je connaissais pas plus que ça les universités, les écoles en France. Donc j'ai choisi celle qui me paraissait la plus intéressante, où il y avait l'offre de formation qui me plaisait bien. Et donc c'était Créteil. Et c'était en région parisienne parce que j'avais de la famille là-bas. Donc naturellement, j'ai choisi Créteil. Et donc, quand tu es arrivé, dans quel contexte tu es arrivé ? Est-ce que tu es venu, tu vivais seul, ou tu es allé vivre dans la famille, ou tu étais sur un campus universitaire ? Alors, je suis arrivé en 2009. J'ai vécu quelques mois chez de la famille, donc mon frère aîné qui était déjà ici. Et après, j'ai pris un appartement tout seul, comme un grand. C'était compliqué, hein, c'était intense. Et le fait de vivre seul, de changer d'environnement, de changer d'amis, de contexte familial, j'avais 19 ans, donc c'était... Bon, j'étais grand, mais j'étais pas non plus... C'était difficile de tout changer, la langue, la culture, tout ça, hein. Et aussi, un autre aspect important, on pourra peut-être en reparler plus tard, c'est le fait de devoir travailler aussi à côté pour payer le loyer, manger, ce qui est quand même important, et payer les frais de scolarité et ce genre de choses. Donc, mon frère aîné m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup soutenu, mais c'était aussi une volonté de ma part d'être autonome le plus tôt possible et le plus autonome possible pour... Alors ça m'intéresse vraiment. Comment est-ce que tu penses que ça a affecté tes études ? C'est un peu difficile à quantifier. Je pense que naturellement, j'ai dû du coup travailler moins à la maison parce que j'avais pas le temps. Mais en fait, avec le recul, finalement, j'ai quand même, je pense avoir bien réussi mon parcours. On pourra raconter les détails plus tard. Mais clairement, c'était quand même plus intense, plus fatigant, plus difficile, moins confortable.
Oui, ça, bien c'est sûr. sûr. Est-ce que tu as... Parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Des fois, on a des étudiants qui travaillent et qui vont dans la filière, comme tous les autres, qui ne demandent pas de dispense d'assiduité, etc. et tout. Ou est-ce que toi, donc, tu as fait ce choix, ou est-ce que tu as déclaré que tu étais étudiant travailleur et donc tu as demandé, par exemple, des fois à louper les contrôles continus, des choses comme ça? Alors, non seulement j'ai pas demandé ça, mais j'ai fait, on reviendra peut-être plus tard sur ça, mais moi j'ai fait 2 licences en parallèle en fait. J'étais pas inscrit dans une seule licence, j'étais Ouais. vraiment inscrit dans 2 à la fois. C'est pas un D'accord. double diplôme avec une majeure mineure, mais c'est Waouh. vraiment 2 licences à la fois. Et c'était quoi la deuxième licence? C'était maths et informatique. À Créteil, en 2009, ça n'existait pas. La double licence organisée par la scolarité, ça n'existait pas. Les profs et les responsables de licence avaient leur mot à dire et pouvaient refuser des gens s'ils voyaient que de toute façon, c'est difficile pour eux de réussir les deux, donc autant se concentrer sur une. Moi, j'avais plutôt de bons résultats et j'ai bien argumenté mon souhait. Et je me suis vraiment inscrit dans les deux. Donc, c'est 2 inscriptions séparées, tous les partiels, tous les Non, mais attends, tous les là, je modules. comprends même pas Et en plus, physiquement je comment travaille. tu faisais. Tu travaillais, parce qu'il devait y avoir des cours qui étaient en même temps, enfin, c'est toute une logistique. Oui, alors, en fait, pour être tout à fait honnête, il y avait quelques cours qui étaient communs quand même. Ouais. Pas tellement, hein, mais il y en avait Ouais, quelques-uns. bien Donc sûr. ceux-là, évidemment, je les faisais une seule fois. Il y avait des cours qui étaient en même temps, donc j'étais obligé d'en louper un. Donc j'en loupais un sur 2 et j'essayais de m'organiser comme ça avec des collègues qui me passaient des notes, etc. Et pour les partiels, par contre, j'ai jamais eu de partiels en même temps sur Ok. les 2 licences, donc Ok. ils sont quand même. Soit c'était organisé de sorte à ce que les partiels ne tombent pas en même temps, ce qui m'arrangeait bien, et quand ça tombait en même temps, les profs acceptaient bien de me passer dans une salle tout seul et de me faire un autre sujet ou ce genre de choses. Donc ils étaient vraiment assez conciliants et c'était aussi leur façon peut-être de m'encourager à faire ce parcours. Vous étiez nombreux à être inscrits comme ça en double licence? Je crois qu'on était 2. Il me semble qu'on était 2. Les deux courageux. Les 2 courageux, ouais. Et pourquoi alors? C'est vraiment que tu n'arrivais pas à choisir entre maths et info, ou pourquoi avoir fait ce choix? Il y a de ça. J'aimais vraiment les 2 et je voulais continuer les 2. Et il y a aussi le fait que je pensais que ça allait m'ouvrir plus de portes derrière. En fait, j'avais peur un peu de m'enfermer dans un truc. Si je faisais que des maths, de me retrouver à être forcé de faire que des maths après, ou inversement. Donc vraiment, les 2 me plaisaient et je voulais faire un parcours un peu à la carte avec les 2. Ok. Et alors, en termes de... Donc, tu nous as dit que quand tu as vécu ta première année, finalement, en termes de niveau, ça avait été. Tu n'avais pas trouvé ça spécialement si difficile. Et à la fac, alors, tes 3 années de licence, de double licence, en termes de difficulté, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as dû hausser ton niveau, changer tes méthodes de travail? Donc la première année de licence, c'était relativement facile grâce à la prépa que j'avais fait avant, où pour le coup c'est beaucoup plus intense et à un niveau un peu plus avancé quand même. Et c'est peut-être ça qui m'a encouragé à m'inscrire aux 2 licences en me disant bon, en fait c'est fastoche. Après, deuxième et troisième année, c'est quand même un parcours assez riche, hein. En plus 2 licences à la fois, c'est quand même assez riche. Donc oui, j'ai dû adapter un petit peu. Alors pas vraiment sur l'intensité, mais plus sur la façon de travailler. Ok. J'ai dû m'organiser un peu différemment en disant ok, je choisis un peu mes batailles là où je peux assimiler en cours, je me concentre à fond et en sortant de cours, ok, je suis prêt pour le partiel. Et où certains autres cours où il faut quand même travailler, donc là je me dis ok, je vais mettre la priorité sur ça. Et ça m'arrivait de travailler typiquement les dimanches parce que c'était mon jour de repos, j'avais pas de job étudiant le dimanche. Ouais, donc c'est une sacrée organisation et ok, et aussi un sacré recul finalement, et une bonne appréhension de tes compétences en fait, parce que t'arrivais à voir les matières dans lesquelles ok c'était suffisant en cours et celles où t'avais besoin de... C'est assez impressionnant, une certaine maturité j'ai l'impression. Je sais pas si c'est vraiment ça. Pour être tout à fait honnête, je pense que c'était aussi j'étais un peu pris par les événements et puis les profs. Un certain nombre de profs m'ont beaucoup aidé aussi à m'organiser, ils m'ont beaucoup conseillé. Donc voilà, je dirais pas que j'étais hyper mature à cette époque-là. En tout cas, quand on revisite ton parcours avec le recul, moi, c'est l'impression que ça me donne. Donc 2011-2012, là, un semestre de mobilité internationale à l'université d'Oslo. Ça a l'air très chouette. Donc, est-ce que tu peux nous dire quel contexte t'a amené à faire ce semestre là-bas?
Donc là, c'était pour comme si c'était pas évidemment compliqué, c'était pour la fin des licences, dernier semestre de licence. En fait, je voulais absolument partir à l'étranger, faire de la mobilité, voir d'autres universités, d'autres façons d'enseigner. Et je me suis dit, il faut le faire en licence parce qu'en master, là, c'est là, vraiment la spécialisation. Il faut être sérieux, donc faisons-le à ce moment-là en licence. Et donc, j'ai demandé à la scolarité s'il y avait de telles mobilités. Ça existait, ça s'appelle Erasmus, ça existe jusqu'à maintenant, normalement. Et j'ai bénéficié d'une bourse comme ça de mobilité. Ah, et il fallait candidater pour bénéficier de la bourse de mobilité? Il fallait candidater, effectivement. D'accord. Donc, il y avait des critères juste de dossier, motiver la mobilité. Il y avait des critères aussi sur les résultats. Donc, ça m'a un peu aidé aussi. Donc, j'ai eu une bourse qu'ils appellent la bourse d'excellence pour la mobilité. Donc, ça m'a permis de financer ce voyage, cette mobilité en Norvège. Et donc, tu es parti en équivalent L3, c'est ça? Exactement. Et donc, parce qu'il y a quelques étudiants qui nous écoutent quand même. Donc, j'imagine que c'est quelque chose qui se prépare à l'avance. Tu as préparé ta mobilité en L2? Oui, j'ai commencé à y réfléchir à partir de la L2. Justement, le choix de la Norvège, c'était quand même réfléchi parce que je voulais voir, déjà, je voulais voir un pays complètement inconnu pour moi. Il y avait plein de pays qui étaient inconnus pour moi. Mais la Norvège en faisait partie, la Scandinavie de manière générale. Et aussi, je voulais un pays où on parlait anglais pour améliorer mon niveau d'anglais. Mais je voulais pas débarquer dans un pays anglophone où la langue maternelle c'est l'anglais parce que j'allais être complètement perdu. Donc il y a un bon équilibre entre des gens qui parlent très bien anglais mais suffisamment lentement pour bien comprendre. Et donc voilà, le choix est tombé sur la Norvège. Et c'était une excellente, c'est une excellente mobilité. J'en garde un souvenir excellent. Est-ce que tu peux partager avec nous ce que tu penses que ça t'a apporté, par exemple humainement, scientifiquement? Donc scientifiquement, parce que j'ai fait des cours qui étaient pas dans le parcours de ma licence. Donc ça m'a donné l'occasion de voir autre chose, typiquement un cours de logique. En maths ou en info du coup, puisque tu étais dans une double licence? Oui, alors du coup, je me suis fait un truc un peu à la carte entre les deux. Comme ça, je pouvais valider des cours en équivalence dans ma licence, dans mes licences à l'UPEC. Ouais. Donc typiquement un cours de logique, je garde un bon souvenir de ce cours-là parce que c'est vraiment à l'interface entre les deux avec un prof assez spécial qui est très très drôle et excellent en Norvège. Donc scientifiquement, c'était un peu une richesse supplémentaire par rapport au parcours initial et humainement, c'est juste magnifique. J'ai rencontré plein de gens de différentes nationalités. On a voyagé aussi quand on était là-bas. En fait, il y a une sorte d'ambiance d'étudiants internationaux qui viennent et qui veulent découvrir le monde. Donc, on est vraiment pris dans cette atmosphère-là et on a fait plein de choses. Et je garde des contacts de cette époque-là. J'ai encore des amis que j'ai rencontrés en Norvège à cette génial. époque. Ok. Et donc, j'imagine les cours étaient en anglais. Tout était d'accord. Oui, tout était en anglais. Donc, ils sont vraiment... Ils accordent beaucoup d'importance à cette mobilité internationale. Ils ont beaucoup d'étudiants internationaux, donc tous les cours sont... il y a l'option de les faire en anglais. S'il n'y a aucun étudiant étranger, ils le font en norvégien, mais tous les cours, en début, à la première séance, ils demandent est-ce que vous acceptez qu'on le fasse en norvégien? Et s'il y a une personne qui dit non, je ne comprends pas, donc ça bascule automatiquement en anglais. Est-ce que tu as appris un peu de norvégien quand même pendant ton passage là-bas? Deux, trois mots. je dirais pas, je mettrais pas ça sur mon CV, quoi. Mais bon, j'ai appris 2-3 mots. C'était marrant. Ok, super. Et donc ça a bouclé donc ta licence, ta double licence, Math Info. Et donc 2012-2013, master de mathématiques appliquées, toujours à l'université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne. Alors déjà, première question. Est-ce que c'était que master de maths ou à nouveau tu t'es inscrit en double parcours? Alors en fait à la fin de la licence je me suis posé une question qui allait définir un peu la suite de mon parcours. C'était est-ce que je continue dans le parcours université avec master et m'orienter plutôt recherche, ou est-ce que je fais la passerelle vers les écoles d'ingé, revenir un peu vers mon parcours initial qui était classe prépa, grande école. Pour 2 raisons, j'ai choisi de rester à la fac. La première, c'était tout simplement les concours, ça se prépare quand même. Il y a quand même un travail conséquent à faire et comme je l'ai expliqué juste avant, je travaillais à côté, j'avais quand même un rythme assez soutenu. Et même si à l'époque, je me sentais capable d'aller attaquer les concours, mais
je me disais non, par respect pour les concours, il fallait quand même me préparer. On veut pas quand même juste aller comme ça. Oui. Et puis voilà, ça me semblait pas très carré comme façon de faire. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'était que je commençais à m'intéresser à la recherche et mes profs de licence m'ont aussi beaucoup influencé parce que c'était vraiment des gens. Certains profs étaient vraiment super avec qui je discutais beaucoup sur les maths, sur la recherche, etc. Donc je commençais à apprécier ce monde-là. Et aussi, j'ai entendu parler de possibilités d'avoir des bourses d'excellence pour faire des masters recherche où ça allait m'alléger un peu de cette charge d'aller travailler à côté, etc. Et oui. Et donc, je me suis dit, ça peut être une bonne façon de faire. Donc, j'ai décidé finalement de rester dans le parcours université et de continuer avec. Donc d'aller plutôt vers l'académique, en gros. D'aller plutôt vers alors pas forcément l'académique, mais en tout cas la recherche. La recherche, pousser encore plus les maths et apprendre encore plus de choses avant de commencer à les appliquer. Ok, donc là, l'informatique, tu as abandonné entre guillemets, même si quand on fait des maths, on a toujours des notions de programmation, etc. Alors, pas tout à fait, parce que du coup, dans le parcours Bézou que j'ai fait en master, c'est un master un peu particulier où on nous donne une bourse. Alors, la bourse, elle est sur sélection, etc., avec un certain nombre de critères, surtout les résultats finalement. Mm-hmm. Et le deal, c'est que, par contre, il faut faire un master avec majeur et mineur, donc soit majeur mathématiques, mineur informatique, ou l'inverse. Donc moi, j'ai choisi majeur mathématiques, mineur informatique. Donc j'ai gardé cette relation un petit peu avec l'informatique à travers ce master au Labex Bézou. Ok, d'accord. Ouais, donc tu as vraiment une coloration jusqu'au bout maths info qui m'avait échappé quand j'ai préparé cette interview. Ok, et donc dans ce master, quel type de maths tu y as étudié? Je veux dire par là, est-ce que tu as déjà commencé à faire des choix dans les maths que tu regardais? Parce que souvent, c'est au master qu'on commence à donner une coloration dans tel ou tel domaine. Oui, tout à fait. Alors là, j'ai découvert le merveilleux monde de l'analyse et des probas. Et tout ce qui est algèbre, maths fonda un peu, ça me plaisait beaucoup moins. Du coup, là, c'était vraiment EDP, calcul stochastique, ce genre de choses. Et donc, j'ai pris que des cours d'analyse et c'était vraiment super. Ok, donc tu as donné une coloration plutôt analyse. Et donc, 2013-2014, là, changement d'université. Et donc, là, tu fais un master de recherche en mathématiques appliquées, cette fois à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée et à l'École nationale des ponts et chaussées, une double affiliation. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as été amené à changer d'université? Oui, donc là, en fait, c'est pas exactement un changement, c'est la suite du Master 1, parce que ce Master-là, il est commun entre différents établissements, donc l'UPEC, l'UPEM de Marne-la-Vallée, l'École des ponts et chaussées, et je crois que c'est tout. Il y a peut-être un autre établissement avec des écoles aussi, je crois, dans l'écosystème. D'accord. Et donc, en fonction de la majeure et des cours qu'on choisit pour le M2, de la coloration, comme tu as dit, on va dans un établissement. Et donc, moi, les cours que j'ai pris, c'était EDP Calcul Sto, donc École des ponts. Ok, donc, c'était EDP, 80% École des ponts et chaussées. Ok. Ok, d'accord. Donc, c'est comme ça que tu as été amené à être dans ces deux établissements. Ok, je comprends mieux. Donc là, à ce moment-là, on est en master. On a balayé tes 5 années d'études. Est-ce qu'il y a un cours, au cours de ces différentes années, qui t'a particulièrement marqué? Alors, il y a un cours qui m'a vraiment marqué, et c'est surtout le prof qui m'a vraiment marqué. Et ce prof-là deviendra mon directeur de thèse quelques mois plus tard. Donc, il n'y a pas de mystère. Et ce prof-là, c'est Tony Lelièvre. Donc, s'il nous écoute, je le salue. Et le cours, c'est EDP... c'était EDP, calcul stochastique. C'était un peu à l'interface entre les deux. C'est-à-dire utiliser des méthodes déterministes pour résoudre des processus stochastiques. Et c'était vraiment un cours que j'ai trouvé très intéressant parce que j'ai appris plein de choses et parce que je commençais à voir les applications derrière, donc en physique statistique, en finance aussi. Les EDP, évidemment, dans plein de phénomènes. Et le prof Tony Lelièvre est vraiment quelqu'un de génial parce qu'il explique bien, il est dynamique, il donne envie de faire des maths.
En même temps, il est un peu drôle, donc en fait, quand on fait son cours, on apprécie ce moment-là. Donc, Ok. Et donc, tu étais sensible particulièrement au fait qu'il y ait des applications dans les mathématiques parce que certaines personnes n'ont pas forcément besoin de ça et peuvent aimer les maths dans leur abstraction. oui, donc à cette période-là de master, je commençais vraiment à être sensible à cette question. En fait, avant, je crois pas forcément. J'aimais vraiment les maths pour la beauté des maths, quoi, pour l'exercice, pour le fait de résoudre des énigmes, pour le jeu que ça procure. Mais en master, je commençais vraiment à apprécier les applications et à tel point que, pour le coup, pour moi, les maths avaient un sens seulement quand elles sont appliquées à quelque chose. Donc là, en master, j'ai vraiment basculé et je me suis dit, OK, c'est vraiment utile à quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est pas juste pour s'amuser, ça résout vraiment des vrais problèmes de la vie, ça peut aider des gens. Et à partir de là, j'ai vraiment été très sensible à cette question. Ok. Et donc, tu nous as fait un petit spoiler en nous disant la personne qui allait devenir ton directeur de thèse. Donc, naturellement, 2014-2017, doctorat de mathématiques, donc à l'École des Ponts Paris Tech, sous la direction d'Éric Cancès et de Tony Lelièvre. Donc, j'ai donné le titre de ta thèse, Modèle mathématique et simulation numérique de dispositifs photovoltaïques. Donc, plusieurs choses. D'abord, est-ce que quand tu te lances dans la thèse, c'est à ce moment-là, tu te dis c'est parce que tu as envie de rester dans la recherche? C'est une très bonne question. Je pense que dans cette question-là, il y a plusieurs éléments. Il y a évidemment, j'ai envie de voir ce que c'est la recherche plutôt, parce qu'en master, en fait, on commence à peine à effleurer un peu le sujet, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, on a envie de voir plus. Moi, c'était aussi, j'ai envie d'apprendre encore plus de maths, parce que voilà, j'estime que j'avais pas suffisamment creusé certaines questions et j'ai vraiment envie d'apprendre davantage. Mais il y a aussi, je pense, un troisième élément, en tout cas pour moi, qui était de l'ordre du challenge un peu. C'est-à-dire la thèse, bon, c'est quand même, il y a une sélection assez costaud et là, le labo, le CERMIX à l'École des Ponts était encore un peu plus sélectif. Donc pour moi, c'était un challenge, un défi supplémentaire de dire, OK, donc il y a vraiment quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Donc c'est un peu ces trois éléments-là mélangés. Oui, je vois très bien. Et du coup, comment s'est monté le projet? Parce que c'était ton prof, tu l'as eu en cours, mais donc pour faire une thèse, maintenant les auditeurs auditrices ont l'habitude, il faut trouver un financement, etc. Comment toi, est-ce que ça s'est fait? Le projet de thèse a commencé à se monter déjà au moment du stage, quand j'ai fait mon stage de fin d'études qui était au CEA. Au CEA Cadarache, mais encadré quand même par Tony Lelièvre, qui suivait un peu le stage et qui me guidait dans les choix techniques. Et donc, c'est à ce moment-là que je lui ai exprimé vraiment ma volonté de faire une thèse et que je voulais que ce soit au CERMIX et idéalement avec lui parce que j'aimais bien ces sujets-là et que s'il pouvait me proposer quelque chose, je serais très heureux. Au départ, il m'a proposé un certain nombre de sujets différents sur ce qu'il faisait comme recherche à cette époque-là. Et il m'a parlé de ce sujet-là qui commençait à émerger entre le CERMIX et EDF, parce que ma thèse était partiellement financée par EDF. Donc c'était une thèse CIFRE? Alors, c'était pas une thèse CIFRE, c'était une thèse juste motivée et financée par EDF. Alors, c'est un montage un peu particulier avec l'École des Ponts, où des industriels peuvent venir soumettre des sujets de recherche au labo, et il les finance. Et après, il y a des thésards qui peuvent travailler sur ces problématiques-là, mais qui ne sont pas des thésards CIFRE. C'est une thèse purement académique, purement de recherche. Sauf que le sujet qui m'a intéressé pendant la thèse était motivé par une vraie application qui était chez EDF, qui a soumis le problème industriel au CERMIX, à l'École des Ponts. Et donc, Tony Lelièvre et Éric Cancès étaient en charge de ce problème-là. Et donc, sa formulation mathématique nécessitait un travail de thèse. Et donc, moi, j'étais la personne qui allait travailler sur ce sujet-là d'un point de vue mathématique et un peu informatique aussi, parce qu'il fallait développer des algorithmes, implémenter des choses pour que les ingénieurs chez EDF puissent tester si nos idées étaient intéressantes ou pas. Ouais, donc tu avais un parfait profil pour ce projet-là. Je pense qu'effectivement, le profil a joué, le double parcours maths informatique a joué quand même en ma faveur à ce moment-là. Donc le titre de ta thèse, Modèle mathématique et simulation numérique de dispositifs photovoltaïques. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi parlait ta thèse ? Ah oui, ça, j'ai passé 3 ans sur ce sujet-là. C'est un sujet passionnant, donc je pourrais en parler pendant des heures. En plus, le photovoltaïque, c'est dans l'air du temps. Donc en fait, pour revenir à ta question d'ailleurs de tout à l'heure sur l'utilité et les applications des maths,
C'était aussi vraiment une des motivations qui m'ont poussé à faire une thèse, et en particulier cette thèse-là, parce que je cherchais un sujet avec un impact sociétal important. Soit l'énergie, soit la santé, soit l'industrie. Donc, en tout cas, un domaine où vraiment il y a un impact. Donc, quand il y avait ce sujet-là qui tombait, c'était vraiment pour moi le sujet parfait. Alors, donc, en quoi ça consiste ? Donc, un panneau solaire est composé de cellules photovoltaïques ou cellules solaires. On peut les appeler cellules solaires. Ces cellules solaires, c'est un matériau. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est un certain matériau. Et plus particulièrement, c'est un empilement de certains matériaux qui font que lorsque les photons qui nous viennent du Soleil tapent la surface de ce matériau-là, eh ben, ils excitent la matière et font que les électrons se déplacent. Et quand les électrons se déplacent, ça crée un courant électrique. Et donc, c'est comme ça qu'on génère de l'énergie électrique à partir du Soleil. Donc ça, c'est vraiment avec les mains, hein, de très loin. Okay. Et donc, les maths, qu'est-ce qu'elles font là-dedans, les maths ? C'est que quand on veut rentrer un peu dans les détails à l'échelle quantique de la matière, on représente ce matériau-là sous forme de ce qu'on appelle un cristal. Donc, il a une structure cristalline. Et il y a eu toute une théorie qui permet de calculer l'état de l'énergie de ces cristaux et le déplacement des électrons dans ce cristaux. Donc ça te permet de quantifier l'énergie que tu vas produire si tu arrives à en quelque sorte, ça nous permet de savoir si jamais il y a un photon qui vient du Soleil ou de n'importe quelle source avec une certaine énergie, quel impact ça peut avoir sur les électrons et donc quel courant électrique peut être généré. Et pour que ce phénomène se passe, il faut que le matériau soit d'un certain type, il faut qu'il soit semi-conducteur. Les semi-conducteurs, en fait, ils sont caractérisés par un truc qu'on appelle une structure de bande. Et cette structure de bande, on peut la voir juste comment les énergies des électrons dans ce cristal-là sont distribuées. Ouais. Quel électron a quelle énergie. Et évidemment, s'il y a une structure de bande optimale qui fait qu'on a le meilleur rendement. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire on cherche à trouver quelle est la structure qui fait qu'on tire le maximum de bénéfices des photons qui nous viennent du Soleil. Et mon sujet de thèse, c'était ça. C'était est-ce qu'on peut trouver un algorithme qui nous permet de trouver la structure de bande optimale afin de maximiser l'efficacité ou maximiser le rendement photovoltaïque. Waouh, ok. Ok, oui, donc on comprend mieux pourquoi c'est EDF, effectivement, qui est arrivé avec cette problématique. C'est tout dans leur intérêt de maximiser ce genre de choses. Ok, et donc, les techniques mathématiques que tu as développées, elles étaient de quel type ? Est-ce que tu avais une partie modélisation, c'était mettre en équation, une partie analyse, une partie résolution ? Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui. Alors, c'est purement une thèse de maths appliquée classique, dans le sens où on a une partie modélisation. Ouais. Donc, on a vraiment on a réfléchi, on a posé des équations, on s'est dit non, ce terme-là, il ne va pas, il faut remplacer par ce terme-là, mais comment le justifier rigoureusement, etc. Donc, on a posé des équations. Une fois qu'on a fini de poser les équations, on a complètement oublié le problème de EDF et on s'est dit, OK, maintenant faisons des maths. On a analysé le système d'équations avec les trucs vraiment standards qu'on fait quand on fait de l'analyse, c'est-à-dire existence et unicité de solution à notre système. Ensuite, comportement en temps long de ces solutions-là. Ensuite, simulation numérique. Est-ce qu'il y a un schéma numérique qui permet de converger et de faire qu'on simule bien notre système ? Et si oui, il faut l'implémenter pour voir les résultats. Donc, c'est un travail qui m'a occupé pendant un peu plus d'une année. Et de ce travail-là, sont sortis deux papiers. Donc, un vraiment purement mathématique où on a fait l'analyse et un autre un peu plus orienté numérique. Parce que une fois qu'on a montré que les solutions existaient, qu'elles avaient un certain comportement en temps long, on s'est dit, revenons maintenant à la vraie problématique industrielle. Est-ce qu'on peut mettre les bons paramètres process pour avoir une solution qui ressemblerait à ce que serait la vraie configuration expérimentale. Ok, ce dernier point m'intéresse parce que ma question c'était est-ce qu'ensuite vous avez confronté vos travaux avec des données réelles que EDF aurait pu vous fournir ? Alors oui,
partiellement parce que les vraies données sont en dimension 3, sont complexes, etc. Alors que nous, on a développé plutôt un modèle un peu simplifié, comme on aime le faire quand on fait des maths. Mais des fois, c'est tout ce qu'on peut faire. Hein. On fait ce qu'on peut. C'est aussi tout ce qu'on peut faire, ça c'est vrai. Donc c'est un trade-off entre confort intellectuel et on peut pas faire mieux. Ouais. Mais en tout cas, dans la limite de ce que peut dire le modèle, évidemment, on a confronté le modèle à des vraies données expérimentales. On a même pas mal discuté avec des ingénieurs de EDF. Et ça, je trouvais cet aspect très intéressant de la thèse. C'était pas une thèse où j'étais en labo tout seul. Je discutais avec des ingénieurs qui font de la chimie et qui m'ont expliqué leurs procédés. Et j'ai compris pourquoi notre modélisation avait vraiment des limites. Et comment on pouvait l'améliorer, ce genre de choses. Donc, à la fin, quand on a commencé à avoir des résultats, on a discuté avec eux pour justement confronter un peu les demandes et rectifier ou corriger un peu notre modèle grâce aux données expérimentales. Et même mieux que ça, un autre problème est venu de cette discussion-là qui était sur le procédé de fabrication de ces cellules typiquement. Comment on peut maintenant... Il est fabriqué par un procédé qu'on appelle Physical Vapor Deposition, où c'est une sorte de grand four où on injecte des atomes sous forme gazeuse et ils viennent se déposer sur un substrat. Et au fur et à mesure que les atomes se déposent, ça fait une couche. Et c'est cette couche-là qui deviendra la cellule photovoltaïque. D'accord. Et du coup, on s'est dit, OK, maintenant, si j'ai envie de produire une cellule qui a une certaine configuration, est-ce qu'il y a une façon optimale d'injecter ces atomes-là pour que ça me fasse vraiment ce que j'ai envie? Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un problème inverse en mathématiques qui se formalise comme un problème d'optimisation. Donc, il faut modéliser le problème direct qui consiste à déposer les couches et ensuite faire une boucle d'optimisation pour dire maintenant, je veux cette cible et qu'est-ce que je dois mettre en entrée pour atteindre cette cible. D'accord. C'était très intéressant, un travail vraiment à l'interface entre des questions purement théoriques qu'on a envie de résoudre et une application concrète, réelle derrière. Et donc, des interactions avec des ingénieurs d'EDF, comment ça se passait? T'allais les rencontrer, vous discutiez, ils te montraient ce sur quoi ils travaillaient? Oui, alors des interactions, alors il y avait beaucoup d'interactions par mail ou par meeting comme ça en visu, mais on allait aussi les voir dans leur labo pour voir vraiment les dispositifs. Et moi qui avais quasiment jamais fait d'expérimental, j'étais vraiment... Ça devait être intéressant. Ouais, c'était super intéressant de voir typiquement le four PVD qui est un truc avec plein de tuyaux dans tous les sens, des robinets, etc. Et donc, il nous expliquait vraiment comment il faisait, quelles sont les contraintes réelles que nous, on ne peut pas imaginer forcément et on ne peut pas a fortiori mettre dans nos modèles si on ne sait pas qu'elles existent. Oui. Un exemple qui me vient en tête à l'époque, c'était en fait notre solution donnait des profils de température continue, parce que le modèle était continu, donc il disait on augmente la température de manière continue, linéairement, disons. Et donc, quand j'ai montré cette solution-là, ils m'ont dit, ça, c'est juste pas possible. Alors, pourquoi? Parce que si on veut faire ça, il faut qu'il y ait un opérateur qui a la main sur le bouton qui augmente de manière linéaire. Donc, c'est un truc qu'on programme à l'avance avec des paliers. Des paliers, sauts, voilà. Ça fait des sauts de température. Voilà. Ce qu'on appelle une fonction en escalier. Donc, on a dû modifier un peu notre modélisation pour dire d'accord, ok, c'est pas linéaire, c'est fonction en escalier, mais suffisamment pour que ça fonctionne. Ce genre d'arrangement, quoi. C'était des discussions en tout cas très très intéressantes. Ouais, donc des vrais inputs du terrain pour améliorer et nourrir vos modèles, quoi. Exactement. Ouais, c'est très riche comme oui, c'était vraiment super intéressant. Effectivement. Ok, super. Et un autre point qui devait être extrêmement satisfaisant, parce que c'est pas toujours le cas, c'est que tu déroules vraiment toute la chaîne. C'est-à-dire, tu parles de la modélisation, c'est toi qui écris tes équations. Ensuite, tu les analyses. Ensuite, tu les implémentes. Et ensuite, tu les confrontes avec les données réelles. Donc, c'est hyper satisfaisant. Quoi. Ça, c'était vraiment super satisfaisant, effectivement. Alors, quand je dis jeu, en fait, c'est pas que jeu, c'est surtout à l'aide de directeurs de thèse et de mes encadrants. Mais effectivement, dans la thèse, on a commencé vraiment par il n'y a rien. On a posé le modèle, on a amélioré le modèle, on l'a modifié. Ensuite, on l'a analysé d'un point de vue purement théorique mathématique. Et on a exploré plein de choses, plein de théories qui avaient
a priori rien à voir avec ce qu'on faisait, mais qui en fait on a découvert qu'il y avait des liens. Donc on a discuté avec différentes communautés mathématiques. Et ensuite, oui, l'aspect purement numérique avec ces deux volets, c'est-à-dire l'analyse numérique qui est en fait la théorie des algorithmes. Oui. C'est-à-dire on n'écrit pas forcément on développe pas forcément, mais on analyse mathématiquement le schéma numérique pour savoir si jamais il converge ou pas. On essaye d'établir des résultats pour regarder si rigoureusement notre approximation, elle a des chances d'être bonne et d'approcher la bonne solution. Parce qu'en fait, donc c'est pas toujours le cas. Des fois, on construit des approximations, on pense que ça va approcher le bon objet, et puis on se rend compte que non. Et c'est la notion de ça ne converge pas vers ce qu'il faut. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs étapes. Il y a concevoir les schémas. Ensuite, des fois, malheureusement, on n'est pas capable de faire l'analyse mathématique. On voit que ça marche. Ça, c'est ce qui arrive souvent. On fait des simus, on voit que ça marche, etc. Mais on n'arrive pas à prouver rigoureusement que ça marche. Et dans le meilleur des cas, on est capable, avec des outils mathématiques, de prouver la convergence. Oui. Alors, juste merci pour cette clarification. Effectivement, c'est très bien résumé. Et le risque qui peut arriver, en fait, c'est que si jamais ça marche, on constate que ça marche, mais on n'a pas de résultat théorique, à la limite, c'est moins grave. Ça marche concrètement. Le piège qui peut arriver, et c'est pour ça qu'on a besoin de faire cette analyse théorique, c'est que parfois on pense que ça marche parce que ça donne un truc, mais ce résultat-là n'est pas du tout le bon parce que ça a convergé vers alors je vais utiliser des termes un peu savants, mais vers un minimum local d'une certaine fonction, alors que nous, on cherchait quelque chose de complètement différent. Donc on a l'illusion que ça fonctionne. Ouais. Et on peut prendre des décisions à partir de cette illusion-là, mais qui sont complètement fausses et qui peuvent avoir des conséquences importantes, alors que en fait, c'était complètement faux. Donc, faire une analyse comme ça nous permet aussi de quantifier à quel point on dit des choses correctes ou on dit des bêtises. Absolument. Et donc du coup, comme tu as fait tous les bouts de la chaîne, est-ce que y a un aspect que tu as préféré par rapport aux autres ou tu aimais bien tout ? Maintenant, avec le recul, je pense que l'aspect vraiment application, c'est-à-dire le bout de la chaîne, c'est-à-dire faire le code qui permet de résoudre le problème numériquement sur un ordinateur, discuter avec les experts, voir ce que ça a comme impact sur leur vie professionnelle, et puis corriger le modèle comme ça en incrémental, c'était la partie que j'ai le plus appréciée. La partie théorique était intéressante, c'était plus un jeu d'esprit un peu. Et maintenant, avec le recul, c'était peut-être la partie où je me suis le moins éclaté. C'est très intéressant, mais... Quand on connaît ton parcours, le métier que tu fais aujourd'hui maintenant, tout est cohérent. Et on n'est absolument pas surpris que ce soit cette partie-là que tu as préférée. Voilà, finalement, vraiment, l'aspect application, l'aspect utilité... le terme, c'est vraiment application de la technique à quelque chose de concret et revient assez souvent. Ok. Bon, super, écoute, on voit très bien le type de questions qui t'a intéressé et on voit même mathématiquement ce que tu as fait. Donc, merci beaucoup, c'était très clair. Et donc, si on revient à des aspects un petit peu plus terrestres, on va laisser les sciences, la théorie quelques instants. Comment est-ce que tu as vécu ta période en thèse ? Est-ce que c'est une période que tu as appréciée ? Parce que la thèse, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Oui. Donc, pour toi, comment est-ce que ça s'est passé ? Alors, les débuts étaient difficiles pour plein de raisons, parce que encore une fois, c'est un nouveau monde, un nouvel environnement, plein de choses auxquelles j'étais pas habitué. Et il y a aussi le niveau du labo qui était assez haut. Et donc, j'arrivais dans ce labo-là avec que des gens très, très bons élèves qui ont fait les meilleures écoles et qui ont atterri un peu naturellement dans ce labo-là. Et même les chercheurs, c'est tous des machines, quoi. C'est vraiment des gens excellents. Et donc, moi, j'étais là, est-ce que je mérite vraiment ma place ici ? Est-ce que j'arriverai à faire quelque chose ? Donc, les débuts étaient un petit peu difficiles de ce point de vue-là. Donc, je me posais pas mal de questions. Et grâce à mes directeurs de thèse qui m'ont, pour le coup, vraiment très, très bien encadré, accompagné, pas juste encadré scientifiquement, mais accompagné un petit peu dans la démarche scientifique, etc., j'ai rapidement pris mes repères. Et puis ça, franchement, après la deuxième moitié de la première année, deuxième et moitié de la troisième année, c'était vraiment super. Je m'amusais, on faisait plein de choses, on avait la chance aussi d'aller pas mal en conférences, soit présenter nos sujets, soit écouter les gens. Donc ça s'est très bien passé. La fin de la thèse,
comme tout le monde, c'était bon, il faut rédiger, et puis il y a plein de papiers qu'on doit corriger, et puis on se rend compte, ah ouais, sur ce truc-là, alors c'est pas tout à fait vrai cette preuve, mais j'ai aucune idée de comment la corriger, donc on a un peu la pression, mais c'était de la bonne pression, on va dire. Ouais. Les frayeurs de fin de thèse qu'on a tous connus. Ouais, je pense que là, c'est vraiment un truc commun à peu près à tous les gens qui ont fait une thèse, quoi. Ok, donc une belle période. Oui. Et du coup, tu étais intégré dans un groupe de doctorants, il y avait une bonne ambiance, comment ça se passait? Alors, au labo, il y avait une très très bonne ambiance. On faisait tous à peu près les mêmes horaires. On mangeait à la cantine presque tous ensemble. Donc, c'était l'occasion aussi de parler beaucoup de maths finalement et de l'actualité autour des maths et voilà, tout ce qui est satellite en maths, mais aussi de parler de plein d'autres choses, de rigoler, de raconter des blagues. Donc, c'était vraiment une très très bonne ambiance. Et au-delà de ça, moi, j'étais impliqué dans une association qui s'appelle REDOC, pour Réseau des docteurs et doctorants de Paris-Est. Donc au départ comme adhérent, ensuite membre du bureau, et à la fin, j'étais président de l'association pendant quelques mois. Ah oui. Et donc, t'aimes bien faire des choses en plus, toi, hein, j'ai remarqué. Oui. Je m'ennuie quand je suis chez moi, donc il faut que je fasse des trucs. Non, mais la vie associative, c'est quand même très intéressant. Très important, je pense, et très intéressant parce qu'on rencontre plein de gens, on fait plein de choses super. Donc là, avec le REDOC, on a organisé plein d'événements pour les doctorants ou les jeunes docteurs qui venaient juste de finir la thèse. Des événements conviviaux ou des événements un peu plus sérieux où on parlait de carrière et de où est-ce qu'on pourrait atterrir et comment optimiser. Vous vous êtes créé un réseau, quoi. Le réseau existait déjà avant ouais. moi, hein, c'était quelque chose qui était déjà pas mal en place. Donc après, moi je suis arrivé, j'étais assez actif, donc naturellement je me suis retrouvé au bureau et un peu malgré moi, président. Mais c'était une très très belle période. Hein, mais... Ok, super. Et alors, un point que tu as abordé tout à l'heure qui m'intéresse, que j'aime bien justement toujours discuter avec les invités, c'est que tout à l'heure, en fait, tu as esquissé des questions autour de ta légitimité qui sont nées, qui sont apparues ta première année. Est-ce que, pour continuer sur ce point, est-ce que tu penses que tu te sentais déjà chercheur pendant ta thèse ? Et sinon, à quel moment tu penses que tu as commencé à te sentir chercheur ? Alors, c'est une question difficile. Hein. En fait, je pense que j'oscillais vraiment entre deux opinions. Quand je regardais les bons chercheurs, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? Mais quand j'étais dans mon bureau et que je trouvais des trucs et que je montrais ça à mes directeurs de thèse et à mes encadrants de thèse et qui trouvaient ça intéressant et qui me disaient, on devrait creuser ça, viens, on se met au tableau et on regarde. Là, je me sentais bien et je me sentais un peu chercheur. Donc, en fait, je ne sais pas vraiment définir chercheur de manière exhaustive, mais clairement, si c'est explorer de nouvelles idées, essayer de trouver des liens, résoudre des problèmes aussi petits soient-ils ou aussi complexes soient-ils, oui, clairement, à l'époque et même maintenant, d'ailleurs, c'est pour le coup maintenant encore plus, c'est ce qui me plaît le plus dans ce métier d'ailleurs. C'est vraiment de débloquer des petites choses. Puis si elles sont petites, hein, mais au moins les débloquer et arriver à la fin avec un peu plus de lumière qu'au départ, quoi. Même si c'est pas toute la lumière, au moins un petit peu mieux. Ok, parfait. Donc tu as soutenu ta thèse en 2017, je crois, oui, fin décembre 2017. Ouais. Exactement. Et donc 2018-2019, postdoctorat à l'École de technologie supérieure de Montréal. Retour au Canada. Oui. Et donc alors, comment est-ce que tu as trouvé ton postdoc ? Alors, c'est marrant parce que c'était, tu sais, quand on s'est rencontrés c'était en 2017. Août 2017. Ouais. Bah, c'est là que j'ai rencontré la personne qui m'a recruté en postdoc. Oui. Ah, excellent. Donc voilà, c'était grâce à cette... Donc comme quoi, on le dit souvent, mais c'est très important en fait de voyager, d'aller à des conférences, des workshops, de parler aux gens quand on est en thèse, quand on peut évidemment. C'est vraiment un point important. Alors là, clairement, dès qu'on peut, il ne faut pas hésiter. C'est aussi simple que ça. Ok, et alors, donc, moi, j'ai connu Montréal très brièvement. Hein, je ne sais plus, on est resté 1 ou 2 semaines à peine. Toi, tu y es resté 1 an. Alors, comment est-ce que tu as vécu cette année au Canada ?
Oui, alors un peu plus d'un an même de postdoc. Eh ben écoute, c'est différent. Il fait très froid. Ah ouais, j'imagine. Ouais, ça c'est d'ailleurs peut-être un des aspects un peu négatifs de la chose. Mais globalement, sur le postdoc, c'était super. Donc, j'ai fait des choses complètement différentes de ce que je faisais en thèse. C'était voulu, hein. Je me suis orienté vers le machine learning. Je commençais à toucher à ce moment-là vraiment concrètement. J'ai commencé à regarder à la fin de ma thèse un petit peu, mais vraiment de manière sérieuse, c'était en postdoc. Où là, on a fait des choses concrètes, on a publié, etc. Et donc ça s'est très bien passé. C'était beaucoup plus autonome que la thèse, mais ça c'est normal. C'est-à-dire j'avais de grandes lignes sur les sujets, hein, mais après j'étais un peu libre d'aller chercher des sujets sur quoi je travaillais. J'avais un peu d'encadrement aussi de stagiaires et Tu as commencé même, à prendre des responsabilités. oui, à ce moment-là. Alors, des thésards, je dirais pas de l'encadrement, mais ils avaient leur directeur de thèse, mais j'étais sur certains aspects un peu le référent, donc on discutait, on a publié des choses avec ces thésards. Et donc voilà, franchement, ça s'est très très bien passé, j'ai appris plein de choses. C'était beaucoup moins intense que la thèse. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais ça dépend beaucoup des gens, hein, les postdocs. Alors qu'on a fait, pas mal de travail, mais c'était moins intense, donc très bien. Peut-être aussi parce que la thèse, on découvre tout d'un coup. Tu apprends Oui. en direct le Oui. métier de chercheur. Là, tu n'avais pas cet aspect-là. Tu pouvais te concentrer vraiment juste sur les sciences. Donc, Oui, il y avait certainement de ça. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie pour écouter la suite. À bientôt dans le prochain épisode.